Bonjour à tous et bienvenue dans le Vendée Live, l'émission du Vendée Globe. Nous sommes le mardi 7 janvier et la flotte compte désormais plus de 57 jours de course. Et pour certains, eh bien, l'heure est à la montée au mât, un exercice toujours impressionnant. Hi everyone, cheers from the top of the rig. I repaired the runner deflector and I'm happy to come down because it is quite bumpy up here. There's a boat down there. I was wondering if I could see Sam Goodchild somewhere, but didn't find him. Cheers, job done. Et Boris Herrmann qui pointe donc à la 7e place dans le groupe de 4 à l'ouest. On va évidemment revenir sur ce groupe et sur tous les autres avec notre expert du jour, météo et stratégie. Salut Xavier. Bonjour Edwige. Bon retour parmi nous. Merci. Et notre invité aujourd'hui est l'un des navigateurs qui affiche le plus important des palmarès dans la course au large. Bonjour François Gavard. Bonjour. Alors évidemment, le palmarès est riche, on va peut-être pas tout citer, mais on va quand même revenir notamment sur ta victoire au Vendée Globe 2012-2013. Et puis depuis, tu cumules de nombreux titres en ultime, hein, c'est géant des mers. Et depuis quelques semaines, eh bien, avec ton équipage SVR Lazartigue, vous tentez de battre le record du trophée Jules Verne, le tour du monde à la voile le plus rapide. Le 19 décembre dernier, justement, avec ton équipage, vous repartiez pour une seconde tentative, mais les conditions et un problème technique vous ont obligé à faire demi-tour pour rejoindre à nouveau Concarneau. Comment finalement on appréhende, François, ce côté toujours incertain? Finalement, c'est la même chose pour le Vendée Globe, hein, entre les abandons, les avaries. Comment on gère ça? C'est jamais simple, en effet. C'est vrai que le trophée Jules Verne, c'est un tour du monde, comme le Vendée Globe. Et faire un tour du monde en bateau à voile, c'est jamais simple. Et il faut s'adapter en permanence avec la météo. Alors, l'avantage du Vendée Globe, c'est qu'il y a une date de départ qui est précise. Pour nous, il faut choisir notre date de départ, choisir notre fenêtre, et c'est pas simple. Donc on regarde la météo. Là, en ce moment, quand on est à terre à Concarneau, malheureusement, là, les jours qui viennent c'est plutôt pas très bon. Enfin, c'est pas favorable en tout cas à un départ sur le Jules Verne, plutôt d'ailleurs à une arrivée rapide pour les marins du Vendée Globe. Donc voilà, il faut être patient. C'est souvent la voile et la course au large, ils sont une bonne école de patience, et par contre être opportuniste et partir quand la météo est bonne. Justement, la météo et les routages, on y reviendra tout à l'heure avec Xavier. Avant ça, on va revenir donc sur cette 10e édition, une édition qui va donc vivre également un record de temps. C'est ce que tu nous confirmes évidemment, Xavier. Oui, ça devrait être assez rapide là pour les premiers. Alors actuellement, si on regarde leur position, Charlie Dalin, Johan Richaume, ils ont bien quitté le poteau noir, ils sont dans les alizés de l'Atlantique Nord et ils vont assez vite, ils vont à une vingtaine de nœuds. Si on regarde derrière, Sébastien Simon a passé l'équateur ce matin et justement, il nous racontait comment ça s'est passé pour lui le passage de l'équateur. Allez. Et top. Ça y est. Groupe du Breuil. Groupe du Breuil dans l'hémisphère nord. Ça y est, on rentre à la maison. Voilà, on est en 3e position. 600 000 derrière les premiers, 1400 000 devant le groupe des poursuivants. Voilà, je pense que tout ça mérite une petite cuillère de Nutella. Et Xavier, la pâte à tartiner, hein, tu sais de quoi on parle puisqu'en effet tu étais avec Sébastien Simon lors de la Transat AG2R. Raconte-nous en 2 mots, c'est quoi cette histoire de pâte à tartiner? Ouais, on avait embarqué un pot de pâte de Nutella et à côté, par contre, pour alléger le bateau, on avait coupé toutes les pages du bloc marine qui n'étaient pas essentielles et le préparateur Goulven, il nous avait dit mais franchement les gars, vous foutez de ma gueule, un pot de Nutella de 2 kilos et un bloc marine ravagé pour alléger le bateau. Donc c'est la petite histoire et c'est vrai qu'on a apprécié, Sébastien Simon apprécie le Nutella à bord du bateau. On l'aura bien compris parce qu'en effet, avant d'être expert météo, tu es avant tout navigateur. Mais on va nous justement revenir quand même sur cette 10e édition et continuer sur la Carto avant que les entraînements ne reprennent pour toi, Xavier. Oui, alors on continue donc derrière Sébastien Simon. Du 4e, Jérémy Bayou, au 10e, Nicolas Luneven. On a un paquet qui est assez étalé en large. Il y a de l'écart latéral, donc des options stratégiques un petit peu différentes des uns et les autres. Benjamin Dutreux, juste derrière ce paquet, qui est bien remonté. Jean Lecam qui passe le coin de la zone interdite ici. Derrière, on a Benjamin Ferré qui vient de passer le Cap Horn. Ensuite, on a un groupe de Tanguy Turquet, 21e, à Arnaud Boissière, 29e, relativement compact. On peut s'attendre à ce que certains passent le Cap Horn demain et d'autres passent le Cap Horn après-demain. Et alors, pour le classement, je vais enchaîner tout de suite sur le classement.
On a donc Charlie Dalin toujours en tête, Johan Richomme 132 000 derrière Charlie Dalin. 132 000 c'est peu et c'est beaucoup à la fois. Mettez-vous dans la peau de Charlie Dalin, d'avoir un concurrent acharné, seulement 132 000 derrière, c'est pas beaucoup. Dans la peau de Johan Richomme, d'avoir un concurrent aussi rapide que Charlie Dalin, 132 000 devant lui, ça va être difficile pour lui de revenir, de le rattraper. Si on regarde derrière Sébastien Simon, 600 000. Ensuite, on a un groupe du 4e, Jérémy Bayou, à Nicolas Luneven, dans un écart assez, bien qu'il soit très étalé en latéral, en large, en distance au but, ils ont seulement 100 000. 2100 000 pour Jérémy Bayou et 2200 000 pour Nicolas Luneven. Merci beaucoup, Xavier. François, on va bien sûr revenir sur ce duel en tête. Avant ça, on va revenir sur le Vendée Globe 2012-2013. Bien sûr, à l'époque, tu allais donc boucler ce Tour du Monde sous la barre des 80 jours. À l'époque, c'était un record, on va le rappeler. Qu'est-ce qu'il reste finalement de cette première et unique aventure pour toi sur le Vendée Globe ? Il reste que des très 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 bons souvenirs. Et c'est vrai que là, quand je vois le Massif en tête, à nouveau avec Charlie au large du Cap-Vert, ça me replonge un petit peu dans ces années massives, dans le Vendée Globe, où on avait avec Armel une bataille qui ressemblait un petit peu à la bataille que Charlie a en ce moment avec Johan. Et voilà, à la fin, cette délivrance avec cette victoire, et c'est vrai que pour moi, c'était génial. Alors tu as gagné le Vendée Globe, ça on l'a bien compris, mais tu gagnes désormais de nombreuses courses aussi en ultime. Alors qu'est-ce qui finalement est le plus fort au milieu de toutes ces victoires que tu as eues ? J'aime pas les classer, je trouve que c'est ça qui est beau, c'est qu'on vit à chaque fois des choses qui sont différentes. Après évidemment un tour du monde, c'est incroyable, c'est une longue course, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, je trouve, en course large. J'ai eu la chance d'en faire 2. Je tente le 3e, non sans mal, parce que le trophée Jules Verne, on l'a bien compris, c'est aussi long et difficile. Mais voilà, ces 2 tours du monde que j'ai pu vivre, c'est probablement les émotions les plus fortes que j'ai pu vivre en course large. Donc je garderai à jamais et pour toujours ce souvenir de ce Vendée Globe et de cette arrivée en 2013. Allez, le mardi, c'est aussi la question des enfants. Ils sont en effet très nombreux à suivre le Vendée Globe, en famille ou à l'école, notamment comme Romy à l'école René Descartes au Mans. Mais aujourd'hui, c'est l'école Jacques Maury de l'Aiguillon, la Presqu'île, qui nous pose la question. Et c'est Sohan, CM1, CM2, qui nous pose la question. Écoutez. J'aimerais savoir quel risque les skippers peuvent prendre pour aller plus vite. Et directement la réponse avec Guirec Soudé. La limite, c'est ça, c'est de trouver le bon curseur pour faire avancer le bateau, mais pas tout casser. Donc, à des moments, il vaut mieux réduire la toile et avancer un peu moins vite au lieu d'avoir une avarie grave. Donc, c'est plutôt ça, je dirais. Alors, allez doucement peut-être, mais François, est-ce que quand on est en tête, on ose pousser peut-être encore un peu plus les bateaux ? La gestion du risque, c'est toujours quelque chose de complexe. Il faut arriver à aller vite sur un tour du monde. Et on peut toujours se poser la question, quel risque on a de pousser trop le bateau et de casser ? Et quel risque on a aussi de ne pas le pousser et de ne pas gagner ? Et c'est une question qui est difficile. C'est un équilibre à trouver. Quand on termine la course, on peut être satisfait ou pas, mais voilà, il n'y a pas de réponse absolue. C'est toujours un équilibre à trouver en permanence. Et justement, en tête, on l'a bien compris, ça pousse fort. Juste derrière le leader, Johan Richomme nous donne en effet de ses nouvelles. Le skipper de Paprec Arkea répondait ce matin aux questions d'Antoine Grenapin. Ouais, ça me paraît presque normal. Enfin, c'est vrai qu'on a montré un beau potentiel depuis quelques années et du coup la place me paraît normale et justifiée. Après, c'est vrai que ça reste exceptionnel. C'est une chose de faire sur des transats et de le faire sur un tour du monde entier, c'est sûr que c'est exceptionnel. Et puis tu vois, j'ai encore un bateau qui est en super état. C'est magique quoi, de ne pas avoir eu d'événements handicapants dans ce tour du monde et d'avoir pu le faire à 100% et de pouvoir en profiter à 100%, c'est génial.
Le fait de voir les routages qui vont jusqu'à l'arrivée, c'est un kiff ou on n'y pense pas du tout? Oui, on est le 7, donc dans 8 jours on y est quoi, à peu près. Si le scénario météo reste stable. Donc c'est cool, c'est grisant. Tu vois, hier j'ai fait mes premières réunions sur les sujets d'arrivée, quoi, d'organisation, de logement, de tout ça. Donc c'est très très cool de se projeter. Ouais. Tu donnes beaucoup d'interviews pour parler de ta relation avec Charlie. Est-ce que c'est un truc que tu apprécies de revenir un peu sur le passé, sur ce qui vous lie? On n'est pas plus liés que ça, on se connaît bien, on a fait plein de trucs ensemble, mais on n'est pas à s'appeler tous les jours non plus, hein, donc il y a une sorte d'imaginaire qui est créé autour de cette histoire. Le duel est bien présent en mer. François, ce duel entre Charlie Dalin et Johan Richaud, tu l'as vécu également avec Armel Lecléache en 2013, tu le disais tout à l'heure, puisque Armel, on va le rappeler, était arrivé juste 3 heures derrière toi au Sable d'Olonne. Comment on gère cette pression? Parce qu'il y a la fatigue, il y a le bateau aussi qui est fatigué, mais il y a aussi cette pression. Comment on gère ça? Ça, c'est le sport de haut niveau et c'est la magie et la difficulté de la course large. En effet, c'est d'être capable de gérer de la compétition jusqu'au bout. Et par contre, c'est une chance. Moi, je retiendrai toujours cette chance extraordinaire que j'ai eue de pouvoir vivre ça avec Armel, en gardant cette adrénaline et cette pression jusqu'au bout. Ça a rendu la victoire encore plus belle. Il y a des Vendée Globe des fois qui se terminent avec un petit peu plus d'écart entre les bateaux. C'est plus une pression, de la casse, quelque chose d'assez négatif. Alors que là, nous, on était encore à fond. Moi, je me souviens jusqu'aux dernières minutes, je poussais l'IMOCA massif à l'époque à 100% de son potentiel. Et ça, je trouve, c'est pour un compétiteur comme les Armel, ce qu'on avait pu vivre, c'était un privilège. Et là, ce qu'ils revivent ensemble, encore une fois, Johan et Charlie, c'est super. Armel l'a aussi vécu avec Alex Thompson en 2016. Encore avant, je pense à Vincent et Jean en 2004. Il y a eu des super duels comme ça. Et c'est vrai que c'est toujours sympa, même pour nous, public, là quand on suit la course, c'est toujours plus sympa d'avoir du suspense jusqu'au bout. Allez, on a parlé évidemment de la tête de la flotte. On va aussi aller un petit peu en arrière puisqu'on est en direct de la flotte. Et avec nous aujourd'hui, Isabelle Joschke, skipper MACSF. Isabelle qui se trouve donc au début de l'Atlantique Sud et pointe à la 18e place. Vous le voyez sur le plan et cette carte qu'on vient de voir. Bonjour Isabelle, quelles sont les nouvelles à bord? Fait-il un peu moins froid? Toi qui restes toujours un peu sensible aux basses températures, comment va le moral, Isabelle? Bonjour, désolée, j'ai pris la question en cours parce que ça a coupé à l'instant. Franchement, super bien. Il fait encore bien frisquette, mais il fait super beau, là, il fait soleil. Ça fait vraiment beaucoup de bien de retrouver le soleil. C'est vrai que le passage du Cap Horn, c'est dingue, quoi. On a vraiment l'impression d'ouvrir une porte et puis de rentrer dans un autre endroit et ça fait beaucoup de bien parce que ça commençait à faire long là, les mers du Sud et puis le Pacifique sur la fin était un peu ingrat pour moi, donc franchement là c'est chouette. Alors c'est une bonne nouvelle d'entendre que c'est chouette pour toi parce qu'on va le dire, la fin de l'année a été un peu compliquée. Tu as enchaîné un peu les avaries sur la quille à grand voile et notamment ton foil. Dis-nous que l'année débute mieux qu'elle n'a terminé pour toi. Ouais, exactement. J'ai eu peur en fait à Nouvel An parce que c'était le 2 janvier, ça a commencé, ça a été une dégringolade. Et là, je me suis dit bon, j'espère que ça va pas continuer dans ce sens-là. Et c'est chouette, ça s'est arrêté là. Je pense que là, j'ai mon compte, en tout cas pour le moment, puisqu'il faut apprendre à naviguer encore un sacré moment là en bâbord à mur sans mon foil. Mais voilà, maintenant les conditions de toute façon je les connais, c'est celle-ci et puis j'essaye de faire avec. C'est ça, ne jamais rien lâcher. Isa, on a avec nous aujourd'hui, notre invité est un grand navigateur, François Gabard. François, peut-être un coucou pour Isabelle qui remonte l'Atlantique. Ouais, un coucou et te souhaiter que du bon en effet pour cette fin de course et
profiter un petit peu des conditions qui sont peut-être un peu plus clémentes. Tu vas peut-être un peu ralentir dans les heures qui viennent, mais je suis sûr que tu vas profiter aussi de conditions un peu plus faciles que ce que tu as pu avoir dans les mers du Sud. Alors, est-ce qu'on a perdu Isabelle peut-être? Est-ce qu'on va la retrouver? Isabelle, est-ce que tu es avec nous? François, peut-être reformuler ta question ou ton coucou du moins. Ouais, en tout cas, souhaiter une bonne fin de Vendée Globe pour Isabelle. Et j'imagine qu'il y a des moments un peu plus calmes dans les conditions, là, dans les heures qui viennent ou jours qui viennent pour elle. Donc, si en profiter, même si ça ralentit, ça doit être agréable. Donc, je lui souhaite une bonne fin de Vendée Globe et profiter des heures un peu plus clémentes, en sachant que, évidemment, la remontée de l'Atlantique est loin d'être simple. Il reste encore pas mal de chemin et plein de choses à faire. Merci beaucoup François. Je ne sais pas si Isabelle peut-être est avec nous encore une fois, mais on va l'encourager, le public qui est là va la réchauffer, elle qui avait froid encore. Merci Isabelle d'avoir été avec nous. Tu reviens, un mot Isabelle, tu es à nouveau avec nous. Le public t'applaudissait pour te réchauffer un peu Isabelle. Effectivement, ils vont à nouveau t'applaudir. Trop sympa. Merci beaucoup Isabelle d'avoir été avec nous. C'est aussi les problèmes de connexion, c'est pas toujours simple, on est en direct évidemment. Et nous, eh bien, on va aller encore un peu plus loin dans la flotte pour prendre des nouvelles de Guirec Soudé, le skipper freelance.com, qui répondait tout à l'heure à la question des enfants. Eh bien, il se trouve à la 25e place et les conditions ne sont pas simples, comme il le confirmait ce matin à Antoine Grenapin. Le Cap Horn, il ne se laisse pas passer comme ça, je te le dis moi. Là, tu vois, j'ai 38 nœuds à peu près. Et ils annoncent jusqu'à 50 nœuds au rafale. Donc là, je suis toujours sous J3, mais là, je vais bientôt passer Tourmentin parce que comme mon J2, je peux plus m'en servir et que je vais essayer de le réparer, il va falloir que j'en prenne soin. Du coup, il faut que je fasse attention à mon J3. Mais écoute, ça va, il n'y a pas trop de mer pour l'instant, heureusement. Mais par contre, ça souffle bien comme il faut. Donc, j'avais pas eu de conditions trop fortes dans le Pacifique. Et voilà, on finit en beauté. Top. Et ce qui est ouf, c'est qu'il y a une autre grosse cartouche qui arrive après. T'es au courant, ouais. Ouais, il y a une autre belle cartouche qui arrive après, qui est encore plus méchante, ouais. Juste après le passage du Horn, là, j'ai vraiment une petite zone de calme plat, logiquement. Et je vais en profiter pour grimper vite dans mon mât pour finir de réparer mon J2. Parce que sans J2, ça va être compliqué la remontée d'Atlantique. Et j'ai mon lazy aussi, les zigzags qui a pété hier, là, avec la voile qui est tombée sur le pont et tout, donc c'était un peu un bordel. Ça fait quoi de se dire que tu vas passer le Cap Horn avec ce bateau-là? Bah écoute, c'est cool, la dernière fois que j'ai passé le Cap Horn, c'était en 2018 avec Monique, quoi. Donc là, je vais vraiment être tout seul, quoi. Et j'espère surtout être assez prêt pour le voir, parce que moi, j'étais trop polaire, donc j'avais rien vu. Et non, je suis hyper heureux. Forcément, il y aura de l'émotion et ça rend pas différent de le passer. Donc voilà, je suis heureux de le passer à bord de freelance.com et de me dire que je sais même pas depuis combien de temps je suis en mer là. Ça fait un peu moins de 60 jours là, après ce que je vois. Et c'est fou le chemin qu'on a réussi à faire en si peu de temps, quoi. C'est taré les moyennes qu'on arrive à tenir, quoi. François, on évoque évidemment le Cap Horn. On avait aussi Isabelle à l'instant qui l'a passé hier. Qu'est-ce que ça représente quand on est marin, toi qui l'as passé évidemment plusieurs fois? C'est la fin des mers du Sud, donc forcément quand on va faire le Vendée Globe et on rêve d'aller naviguer dans ces contrées-là, c'est des longues glissades, c'est des choses qui sont extraordinaires. Et en même temps, on est toujours content d'en sortir. C'est quand même un soulagement, retrouver un petit peu de l'Atlantique qu'on connaît mieux. Même s'il est parfois très compliqué à naviguer, c'est un moment très symbolique et c'est forcément un soulagement de regagner l'Atlantique et de mettre aussi la fin aux mers du Sud, encore une fois, qui sont extraordinaires à naviguer, mais on est aussi très content d'en sortir. Et justement, on va aussi nous retrouver l'Atlantique, puisqu'on va retrouver le leader qui continue d'avancer. Un leader que tu connais bien, François, bien évidemment, puisque son bateau a été construit par ton écurie, Merconcept. Il répondait ce matin aux questions d'Antoine Grenapin. On est dans les alizés de l'hémisphère nord, sauf conditions imprévues. Normalement, c'est sur le même bord jusque... Pour un moment, voilà, prochain obstacle météorologique à
à gérer, ça sera une dorsale du côté des Canaries. Il y a donc la tête de flotte qui file et puis ceux qui vont peut-être devoir ralentir. Xavier, qu'en est-il concrètement? Oui, alors concrètement, on regarde l'Atlantique Nord. La dorsale, effectivement, dont parlait Charlie, elle est là, la dorsale des Canaries. Ici, l'alizé de l'Atlantique Nord, donc l'alizé de nord-est. C'est typiquement, on a une situation météo typique hivernale de l'Atlantique Nord, avec des dépressions ici qui sont relativement basses, positionnées relativement basses, ici, et qui se déplacent donc de l'ouest vers l'est, avec cet anticyclone, cette dorsale et ces alizés. Et donc l'enjeu là, pour Charlie et Johan, ça va être de traverser assez rapidement cette dorsale, cette zone sans vent, pour aller prendre les vents des dépressions. Si on regarde un petit peu plus loin dans le Pacifique, on a une dépression ici, là, pour les bateaux qui vont bientôt passer le Cap Horn. Ils ont du vent depuis quelques temps. Et des anticyclones pour les suivants, c'est plutôt des situations anticycloniques, ici et ici, avec des vents assez calmes pour tous les poursuivants. Si on se projette un petit peu sur les routages, donc dans les 48 prochaines heures, dans les 3 prochains jours, pardon, les routes théoriques, c'est des zones de calme ici pour Benjamin Dutreux, Clarisse Kremer, Samantha Davis. Benjamin Dutreux va essayer d'aller, il est un peu plus décalé dans l'est pour essayer d'aller prendre l'anticyclone de Sainte-Hélène un peu plus rapidement que les autres. Ici, des zones de calme aussi pour Jean Le Calme. Et par contre, ça va, il y a une dépression qui est en train de se créer, une dépression assez virulente qui se crée pour le paquet qui va passer le Cap Horn. Les premiers vont passer devant et les poursuivants vont peut-être essayer de ralentir. On sait que Violette d'Orange avait comme idée de ralentir un petit peu pour laisser passer la dépression devant elle. Alors, puisqu'on parle de routage, on sait déjà, Xavier, que le record des 74 jours devrait être battu. Il était détenu par Armel Lecléache. Alors, on pourrait passer sous la barre même peut-être des 65 jours. Concrètement, ça veut dire quoi en termes de date? Quand est-ce que les Sablais et tous les Français vont pouvoir revenir sur le chenal? Ça fait donc une arrivée le 14 ou le 15. Voilà, pour l'instant, c'est encore assez imprécis. On sait sur les 4-5 prochains jours assez précisément. Mais sur l'arrivée même, les derniers 1000 avant d'arriver au Sable d'Olonne, il peut y avoir une petite imprécision. Donc le 14 ou le 15. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce sera un record. François, les records, ça te connaît, puisqu'on l'a dit, avec le trophée Jules Verne, l'idée c'est de passer sous les 40 jours. Là, on va passer peut-être presque sous les 65 jours. C'est ça l'avenir peut-être de la voile, c'est aussi des records, toujours plus? Oui, bien sûr, on a la chance d'avoir des bateaux qui progressent, qui vont de plus en plus vite. Là, les foilers sur ce Vendée Globe l'ont démontré, ils sont capables de tenir des vitesses incroyables. Il y a eu pas mal de records de 24 heures qui ont été battus. Je ne sais pas combien de fois ce record a été battu sur cette édition, mais c'était assez incroyable. Et en plus, ils ont des conditions qui sont quand même plutôt très favorables là, sur l'Atlantique Nord. Du coup, assez défavorables en ce qui nous concerne sur un Jules Verne. C'est-à-dire que pour partir de Bretagne, aller vite vers l'équateur, c'est un peu l'inverse de ce dont ils ont besoin, eux, pour arriver vite. Mais quelque part, si ça nous permet d'être à l'arrivée justement semaine prochaine et de célébrer et fêter l'arrivée du vainqueur, je l'espère et je croise les doigts évidemment pour Charlie. Je travaille pour lui, donc vous pouvez comprendre que je ne suis pas complètement objectif sur le sujet. Mais en tout cas, il y a un beau finish et donc une arrivée rapide et probablement un record. Et alors, bien sûr, on a parlé de l'athlète de flotte, les leaders, mais qu'est-ce qui t'impressionne peut-être au-delà de cette tête de flotte en 2 mots, François? Je crois qu'on peut se satisfaire évidemment du spectacle qui a été généré et du nombre de bateaux qui sont encore en course. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de bateaux au départ, on en a beaucoup parlé ces dernières années, même l'obligation de faire une sélection qui a empêché certains même marins d'être au départ. On jouait à guichet fermé, comme on peut dire dans d'autres domaines. Et là, il y a quand même une immense majorité des bateaux qui vont être à l'arrivée. Même si la course n'est pas finie, évidemment. On le voyait, il y a des bateaux là au niveau du Cap Horn qui vont avoir des conditions difficiles. Mais voilà, on peut se réjouir de beaucoup de bateaux, je l'espère, à l'arrivée au Sable d'Olonne dans les jours et les semaines qui viennent. Merci beaucoup François d'avoir été avec nous dans ce Vendée Live. On t'attend donc au Sable d'Olonne la semaine prochaine. Merci aussi à Xavier pour ses points à chaque fois parfaits. François, à l'heure où les premiers du Vendée Globe arriveront, tu partiras peut-être à nouveau pour tenter de battre le record de vitesse autour du monde. Avant ça, nous, on va terminer avec un bateau que tu connais bien, François. En effet, c'est avec lui que tu avais remporté l'édition 2012-2013. Cette fois, à la barre, c'est
Benjamin Ferré qui vient donc de passer le Cap Horn, mais pas le temps de profiter ni du soleil ni du moment parce que ça va encore une fois aller très vite. Salut. Il y a une grosse Bertha qui est en préparation, une grosse dépression qui va se former au cœur de la cordillère des Andes. Là, s'il y a bien un moment dans le Vendée Globe où il ne faut pas traîner, je peux vous dire que c'est maintenant. Donc là, chaque minute compte, chaque mille compte, chaque seconde compte presque. Quand je vous dis que ça bombarde, ça bombarde.